dernières deux fois, vous avez vu cette transparence où je vais vous montrer le nombre des nombres premiers jusqu'à un point des puissances. Et la différence entre pi de x, le nombre des premiers jusqu'à x, et l'ix, c'est le vu de nez de Gauss, ou ça c'est la définition de l'i de x, c'est son estimat pour le nombre des premiers jusqu'à x, et nous avons vu que c'est très très proche. Et nous avons pris une approche la dernière fois d'utiliser les idées d'analyse complexe pour l'approche de Riemann, d'essayer de montrer que pi de x a une bonne approximation par l'i de x. Et peut-être c'est une bonne idée juste de donner une comparaison avec les idées d'analyse Fourier. Alors, ouais. OK, ici. Ici, on peut voir une ligne toute droite, et si vous avez fait les séries de Fourier, vous savez la fonction qui est la partie fractionnelle de x moins moitié. Oui, alors, peut-être c'est la définition de ça, et ça pour x pas un entier. Et pour un entier, on donne une définition un peu artificielle, comme j'explique dans ce moment. Mais avec ça, on a une ligne entre moins moitié et moitié, comme x va 0 à 1. Et c'est juste comme ça, c'est périodique. Ça, c'est la fonction f de x. Et normalement, on dit que parce qu'on a une discontinuité à chaque entier, et la discontinuité est entre plus moitié et moins moitié, aux entiers, c'est convenient de dire que la valeur est juste la moyenne des deux limites ici. Alors on prend 0 ici, et ça marche bien avec la théorie d'analyse Fourier. Alors, vous avez vu cette fonction, je suis sûr, quand vous avez fait l'analyse Fourier. Et qu'est-ce que l'idée ici? En fait, on veut une approximation à une fonction. On coupe la fonction entre 0 et 1, et on considère la fonction périodique qui est une copie de cette fonction, pour tous les nombres réels. Ça, c'est la base de l'analyse Fourier. Et qu'est-ce que l'idée alors? Alors, on veut faire une approximation de cette fonction entre 0 et 1 par une fonction qui est périodique de période qui divise 1. Alors, c'est bon si la période est 1, mais aussi si la période est moitié, alors c'est périodique de période 1. Et comme ces types de fonctions, on peut faire une approximation à juste la ligne entre 0 et 1 comme ça. Alors, en fait, si on fait la calculation, le circuit de Fourier qu'on trouve, ça, alors ça c'est sur tous les entiers, plus grand ou égal à 1, tous les entiers positifs. Ça, c'est le service de Fourier pour la partie fractionnelle de x moins moitié. La moins moitié, c'est logique dans la théorie des questions périodiques et symétriques, parce qu'alors le moyen est 0 de cette fonction. OK, alors, qu'est-ce que l'idée de ce côté? C'est une somme infinie. Alors, on a quelque chose qui a une définition très facile, mais c'est discontinu, et on veut donner une approximation par une somme des fonctions continues. Bien sûr, si on a l'addition de plusieurs, mais un nombre fini des fonctions continues, on a une fonction continue. Alors, c'est impossible d'avoir cette fonction comme une somme finite des fonctions continues, mais c'est possible avec une
sont infinies, alors ça est la limite de ce côté. Et la limite, comme on ajoute cette fonction pour n égale à 1, alors n égale à 2, etc. Et en fait, si on prend n égale à 1, si c'est une calculation, on peut voir que ça, c'est le premier approximation. C'est bon dans le centre, c'est pas bon au fin. C'est juste le terme n égale à 1 dans cette somme. Si je fais la prochaine approximation, je prends la même fonction et j'ajoute quelque chose. Maintenant, c'est avec n égale à 2. Alors, qu'est-ce que la longueur de période? C'est moitié. Oui. Et alors, on peut voir, c'est 2 fois onde de sinus, ici. Et la taille de cette chose, l'amplitude, c'est l'amplitude en français? Oui. En fait, c'est moitié de ça. On peut voir ça, n égale à 1, c'est 1 sur 2pi, n égale à 2, c'est 1 sur 4pi. Et quand on ajoute les deux, on a cette fonction qui est un peu mieux. C'est plus comme une ligne tout droit dans le centre pour une range plus longue. Mais ce n'est pas bon à la fin encore. Et si on ajoute le troisième, c'est mieux. Et pour chaque onde qu'on ajoute, c'est mieux et mieux. Et ici, et après les premiers 100 termes, dans cette somme, on peut voir que c'est très bon, comme une ligne tout droit, sauf juste à la fin, par le point de discontinuité. Peut-être que ce n'est pas surprenant que ce n'est pas une très bonne approximation à la point de discontinuité. Alors, ça c'est la fonction, ça c'est la base de l'analyse Fourier. La plupart de ce sujet, juste de généraliser ça et de comprendre la qualité de cette approximation. Et c'est un tool utile en beaucoup de sujets. Alors, je veux faire une comparaison avec la formule que nous avons trouvée la dernière fois. Alors, la dernière fois, nous avons trouvé une formule pour, pas pour πx, mais en fait pour la somme sur les puissances des premiers jusqu'à x, le log de p. Et nous avons vu que ça est égal exactement à cette formule. Ça, c'est ça. Rho, tel que zeta de rho égale à 0. Et qu'est-ce que zeta? Zeta est la fonction de Riemann. Et comme j'ai dit la dernière fois, la partie réelle, c'est bien. La définition est bonne pour la partie réelle plus grande que 1. Et on a besoin d'utiliser les idées de prolongement analytique, de comprendre la fonction pour la partie réelle moins égale à 1. Alors, à première vue, il n'y a pas une comparaison directe entre les deux, mais je vais changer ça un peu. Peut-être la première chose de voir, et ici on a une somme sur des termes qui semblent un peu différents, parce que là, on a les zéros d'une fonction. C'est une somme sur tous les zéros d'une fonction certaine. Mais ici, ce n'est pas une somme sur tous les zéros d'une fonction, c'est une somme sur les entiers. Alors, est-ce qu'il y a une fonction où les entiers sont les zéros de cette fonction? Pardon? Sinus. Exactement. Alors, ça c'est la même chose que si Pn ou 2Pn est égal à 0. OK, alors, on peut considérer ça comme la somme sur les zéros d'une fonction. En fait, c'est tous les zéros de cette fonction sur le plan complexe sont les entiers. En fait, c'est tout. Et alors, à cette forme, on commence à voir que c'est un peu similaire. Tout lié.
En fait, c'est un peu difficile de faire quelque chose ici exact qui est très similaire, mais d'utiliser une formule, souvent, c'est nécessaire de faire une approximation. Et comme nous avons dit la dernière fois, l'hypothèse de Riemann dit que si l'hypothèse de Riemann, si zeta rho égale à 0, alors la partie réelle de rho est égale à moitié ou c'est moins de 0. Un des deux. Et en fait, dans ce cas, ce sont des racines triviales. Ce sont aux entiers négatifs. Alors, les racines intéressantes de fonction zeta de Riemann sont entre la partie réelle et entre 0 et 1. Et l'hypothèse de Riemann, qui est bien sûr une question très ouverte, est que la partie réelle de c'est 0 et moitié. Et si on suppose l'hypothèse de Riemann, on peut écrire chaque 0 comme moitié plus I gamma. Et juste par la définition, on peut voir ici que si je prends le complexe conjugat de S ici, on a en fait zeta conjugat. Et en particulier, si rho est un 0, le conjugat de rho est aussi un 0, alors les racines de fonction de zeta, s'ils ne sont pas réels, ils viennent en paire, les conjugats complexes. Et alors, dans cette somme, je peux considérer tout ensemble les deux. Nous avons vu la dernière fois que x, la partie réelle de x à la rho, si on veut, x à la rho est x à la moitié fois quelque chose qui est sur le cercle d'unité. Alors, si on ajoute les deux, on a en fait 2x à la moitié ça fois cosinus c'est juste une calculation, ce n'est pas difficile de le faire, mais la chose de voir est x à la rho, on a x à la moitié, c'est x à la I gamma, en autre mot, c'est cosinus de gamma log x plus I sinus de gamma log x. Et alors, c'est naturel, ces choses sont dedans ici. Alors, nous avons ces termes ici, et dans cette somme, nous avons l'infinité des zéros qui sont sur la ligne partie réelle égale à moitié. Et alors, c'est moitié plus I gamma, et c'est gamma qui grandit. Alors, si je considère chaque terme où gamma est plus et plus grand, les termes ici, en général, ce terme est beaucoup plus grand que ça. Si gamma est très grand, sauf si sinus de gamma log x est petit, qui est rare, si c'est très petit, ça est moins d'égal à 1 en valeur absolue. Mais c'est possible que ça ait la même taille que gamma. Alors, la taille de ce terme en général est cette partie. Okay? Alors, une bonne approximation pour cette somme est ça fois ça. Et si gamma est grand, 1 sur 4 plus gamma carré, et approximativement gamma carré, alors on a une annulation là. Alors, en sommaire, on a que le x à la rho sur rho plus x à la rho conjugat sur rho conjugat est égal à
cette partie, ça et le gamma sur 1 sur 4 plus gamma carré est comme 1 sur gamma. Et alors, en sommaire, on a quelque chose comme le P moins X. Et ça, c'est le deuxième terme à la commencement. C'est nécessaire de... nous avons X à la moitié sur chaque terme, et je vais diviser par X à la moitié. Et alors, c'est approximativement moins la somme. J'ai chaque paire ici, les deux conjugats. Alors, je peux prendre l'un de ces paires où gamma est positif, oui, et le conjugat gamma négatif. Alors, c'est 2 ici. Alors, j'ai moins 2 sinus de gamma log x sur gamma. Sur gamma tel que ici, je peux réécrire OK, c'est beaucoup de détails que j'ai sauté des détails, mais si on fait la calculation, quand j'ai discuté, on peut montrer facilement que ça a une bonne approximation pour cette somme. Alors, on peut voir une comparaison entre ces deux, c'est pas mal. Oui? On a moins 2 fois une somme des sinus. Le variable ici est log de x, si on veut. On peut prendre t en place de log de x. Il y a un spectrum des valeurs, gamma, sinus de gamma sur t, sur gamma, et c'est similaire ici. C'est vraiment très, très similaire. Ici est le variable, il y a un spectrum des valeurs, qui sont les racines d'une fonction, sur le plan complexe, et on peut comparer au moins ces deux formules. Bien sûr, ça est beaucoup plus compliqué, parce que la fonction ici est beaucoup plus difficile de comprendre. On comprend très bien les zéros là, pas ici. Mais avec ça, on a une bonne formule pour commencer à considérer les questions sur la répétition des nombres premiers. OK, alors, dans oui, ici, nous avons les données ici, et je veux comprendre cette colonne ici. Nous avons vu que c'est très mince. La taille est moitié de ça. Nous avons dit que peut-être que c'est comme racine carrée de x. C'est le premier. Et le deuxième, nous avons vu que ce semble que c'est toujours positif, au moins dans les données. Et est-ce que nous pouvons voir ça là, la même chose? Ce n'est pas exactement le même parce qu'ici, nous avons pi de x. Nous avons compté les premiers avec une poids de 1. Là-bas, nous avons compté les premiers avec un poids de log p, c'est lisse, alors ce n'est pas une même chose. Mais nous avons aussi, là les carriers des premiers, les premiers à la puissance 3, etc., dans la somme. C'était naturel dans l'approche de Riemann. Et nous voulons considérer ça pour le moment. Alors, qu'est-ce que le terme pour... Je veux effacer les termes avec m égale à 2, 3, etc. Pour m égale à 2, j'ai quoi? Les carrés des premiers jusqu'à x, c'est le même que la somme de log p
pour les premiers jusqu'à racine carrée de x. Oui? Le terme pour p à la 2 moins d égale x. Et nous avons vu que la première approximation de ça est racine carrée de x. Oui? La somme de log p. Alors, les termes avec m égale à 2, ça donne 1 dedans le côté gauche. Oui, les termes avec m égale à 2 ont un racine carrée de x sur racine carrée de x. Les termes avec m égale à 3, c'est x à 1 tiers sur x à la moitié, c'est très petit. Et tous les puissances plus grandes. Alors, le seul terme qui est intéressant ici est m égale à 2, et ça donne juste 1, là. Alors, je peux changer cette expression peu. Je peux effacer le m, ajouter 1 ici, ou peut-être c'est mieux d'avoir moins 1 à l'autre côté. Parce que si on veut, qu'est-ce qu'on a ici? L'ix moins px est toujours positif. Il y a un lien direct entre ça est très proche à px. C'est juste si on change ça à un point de 1, c'est très proche à ça, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici cette formule est correcte, c'est juste une question de justification des étapes. Px moins l'ix est le négatif de là, sur racine carrée de x log x, et moins 1, moins 2 fois une somme compliquée ici. Mais la chose qui est intéressante ici, il y a un terme pas trop compliqué, c'est le moins 1, c'est quelque chose de négatif. Un autre mot que, voilà, si x est très petit, peut-être 10 à la 10, log x n'est pas grand, ouais. Et alors on a sinus de quelque chose pas très grand, alors ces termes ne sont pas grands. Et alors en fait c'est vrai que le moins 1 est dominant. En autre mot, ça est négatif, et c'est une justification de cette chose que nous avons vue dans les données, que l'ix est toujours plus grand que px. On peut voir ici que si les termes ici sont petits, notre mot gamma log x n'est pas grand, alors on a que le moins 1 est dominant. Mais, je peux dire que le premier, si on prend les zéros dans ordre, notre mot ordre de hauteur, les zéros sont moitié plus i gamma 1, moitié plus i gamma 2. Le premier est à quelque chose comme 13. Et alors, ça prend un temps pour ça d'être relevant. Alors, après un temps, on a l'espérance que ça n'est pas trop petit, ce terme. Et il y a plusieurs termes qui ne sont pas trop petits. Ça, c'est 1 sur 13 aussi. Et en fait, peut-être, éventuellement, on a cette série de Fourier avec beaucoup de termes qui sont positifs et négatifs. Et éventuellement, ça est négatif souvent et positif souvent. Et peut-être, il y a assez de ces termes qui sont négatifs que cette chose est positive et plus grande que 1. Alors, si on pense comme ça de cette formule, on a l'espérance que, éventuellement, cette chose est positive. Éventuellement, il y a un x où assez de ces termes sont, avec le moins, sont la direction correcte d'avoir ça positif ou un autre mot, ça négatif. Alors, la question est, quand est-ce que vrai, cette heuristique? Et c'était prouvé en 1919 de Littlewood. Si x est assez grand, pi de x est, pardon,
il existe x assez grand, tel que phi de x est plus grand que li x. En autre mot, la chose que nous avons vue là, de la dernière colonne, c'est toujours positif. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas toujours positif, c'est juste jusqu'à un point. Éventuellement, c'est négatif. Et en fait, après un temps, c'est positif encore, etc., etc. Peut-être que c'est une bonne idée juste de voir si ça est vraiment une bonne approximation à ça. OK, ici. Ici, nous avons l'ix moins px sur cette chose ici. Alors, nous avons cette fonction, ou moins ça. Okay? Ça, c'est le graphe ici. Ici, nous avons une approximation de ça avec les premières 10 termes de cette somme. Et après ça, nous avons une approximation avec 100 termes de série Fourier et avec 1000 termes. Et on peut voir que c'est peut-être difficile parce que c'est loin entre les deux, mais c'est très très bon l'approximation avec 1000 termes, 1000 zéros de fonction de Riemann. Un très bon accord entre les deux. Alors, en fait, si on comprend la fonction avec le premier 1000 termes, on a une très bonne idée de la distribution, la répartition de px moins lix sur racine carrée de x. Et ça est le point de vue, après, c'est le point de vue de Littlewood. Et c'est possible de prouver beaucoup de choses. En fait, comme j'ai dit, c'est possible de montrer que le signe de px moins lix change de nombre des fois et infinité. C'est positif, alors négatif, alors positif, alors négatif, px moins lix. Et le problème avec les données comme ça est on peut donner une approximation jusqu'à utilisant 1000 racines. Et si on a cette approximation, on peut, sur le moyenne, on sait sur le moyenne qu'est-ce qu'on se passe. En d'autres mots, si on utilise 1000 zéros, on peut dire que dans un intervalle, je sais le moyenne de cette fonction, pas à chaque point. Mais c'est juste possible, si on fait une calculation de 1000 zéros, que le prochain milliard des zéros, toutes les gamma log x sont dans la même direction, et c'est conspiracy en français, c'est comme tous les zéros travaillent tout ensemble d'être contre vous. Et si on prend une calculation avec 1 million de zéros, c'est le même. Et en fait, on peut voir dans les calculations que les approximations sont plus et plus bonnes, mais on ne peut pas prouver ça. Alors, c'est pour cette raison, on sait qu'il existe x moins de d à la 316, tel que px est plus grand que lix. Okay. Vous vous souvenez que px est moins de lix pour tous les x jusqu'à d à la 23. Et en fait, nous pensons que la première valeur de x est plus grand que 1 d à la 316, parce que c'est la première fois que, si on prend les premiers millions des racines de fonctions zeta de Riemann, c'est la première fois
que cette somme est positive à cette taille. Ce n'est pas une preuve que c'est la première fois, parce que c'est possible, tous les zéros travaillent tout ensemble contre les calculations. Mais avec ça, si on peut voir que million de sommes sur million de zéros est positif, on peut prouver ça. Et on peut conjecturer ça, mais on ne sait pas comment on peut prouver ça. C'est un peu rare dans le théorie en mathématiques que le premier exemple de quelque chose est à 10 à la 316. C'est un peu spectaculaire cette question. OK, peut-être ça est sur la fonction zeta de Riemann, mais je pense que peut-être c'est divertissant de voir cette bande. Est-ce qu'il y a des questions de tout? Je sais que c'est très détaillé. Remarque? OK. Alors, nous avons vu que le nombre des premiers jusqu'à un point, jusqu'à x, est comme x sur log x, logarithme de x. Alors, qu'est-ce que la taille des écarts entre les premiers? Si les premiers sont P1, P2, etc., qu'est-ce qu'on peut dire que sur les écarts entre les premiers? Le moyen sur le PK, moins d égale à x, les différences, est comme log x. Oui? Juste convertir ça. Et on peut demander, est-ce qu'il y a des écarts qui sont beaucoup plus grands ou beaucoup plus petits que le moyen? En d'autres mots, qu'est-ce que le maximum et qu'est-ce que le minimum? Peut-être que je veux plus grand que 2. Ou même peut-être entre x et 2x. Peut-être que c'est moins trivial en fait, comme ça. Alors, si x est grand, qu'est-ce que le maximum? L'écart entre le premier et le minimum. On peut demander si log x est la moyenne, est-ce qu'on peut faire quelque chose de beaucoup plus grand que le logarithme d'x? Est-ce qu'on peut trouver des écarts entre les premiers beaucoup plus grands que log x? Une idée pour construire des grandes différences grands écarts entre les premiers est de trouver un intervalle où tous les nombres sont composés. Oui, alors on a un trou dans la suite des premiers. Alors, trouve n tel que n plus 1 jusqu'à n plus delta sont composés. Alors, si on veut un grand écart entre le premier, bien on a la différence entre le premier avant n et le premier après ça. Et une idée de trouver les composés est de trouver les entiers qui ont des facteurs petits, facteurs premiers petits. Alors, idée, composés, parce qu'ils ont des facteurs petits, des facteurs premiers petits. Ce n'est pas une idée très profonde. En fait, c'est la seule idée dans le sujet. C'est tout. Donc, créer des grands écarts entre les premiers.
Et il y a une idée, une description de cette idée très jolie de Erdős, Paul Erdős, qui était un des grands mathématiciens du XXe siècle. Et qu'est-ce que son idée? On veut déterminer n plus 1 jusqu'à n plus delta qui, chaque de ces entiers ont un facteur p moins d égale à y, où y est petit en comparaison de n. Et l'idée d'Erdős est juste de changer la question un peu dans une façon où c'est plus facile de penser de cette question. Et son idée est très facile. Il dit soit AP congrue à moins n mod p pour tous les premiers moins d égale à y. Alors, p divise. Alors, on peut voir que n plus j est congrue à moins AP plus j mod p. En particulier, p divise n plus j si et seulement si j est congru à AP mod p. C'est trivial, ça. Alors, nous voulons déterminer, peut-être si y est fixé, n et delta, tel que ça est vrai et delta est grand. Et bien sûr, on peut donner une description de n en termes des valeurs de n mod p. Et l'idée de Erdős, et ce n'est pas nécessaire de trouver n, c'est plus facile de trouver les AP. En d'autres mots, on considère j entre 0 et delta. Et on veut que chaque j entre 0 et delta est dedans une progression arithmétique. Est-ce qu'on peut trouver des progressions arithmétiques qui contiennent tous les entiers jusqu'à un point, et on veut choisir les AP des progressions arithmétiques dans une façon qui est très efficace. Et alors, il y a des mathématiciens qui avaient suivi cette idée, et il y a des trucs pour faire des choses dans une façon efficace. Il y a des idées un peu compliquées de donner aujourd'hui. Aussi, on utilise les idées des algorithmes voraces. Alors, c'est un peu étrange de voir un théorème faire un nombre premier qui a été prouvé par un algorithme, comme ça. Mais éventuellement, ils ont prouvé que le maximum ici est plus grand que 2 e à la gamma plus petit o. J'écris ça. Log x, log x c'était le moyen, oui. Log x sur log x, log x. C'est vrai, c'est la fonction. Alors, c'était prouvé, cette bon inférieur sur le maximum, c'était prouvé en 38 peut-être, non, 33, avec une constante différente, je pense que c'était Rankine, j'ai oublié exactement, avec une constante différente. Et il y a beaucoup de personnes qui avaient amélioré cette constante. Mais c'est tout. La constante avait été améliorée. Paul Erdős était un mathématicien qui avait donné les problèmes qui avaient intéressé Erdős. Il avait offert l'argent, si on peut prouver des théorèmes, et il avait offert $10,000, et c'est depuis maintenant peut-être 40 années, il avait offert $10,000 juste si on peut changer ça à infinité. Si on peut changer ça en fonction qui va à infinité. Peut-être log x. Ça est suffisant pour $10,000. Alors, un grand défi. OK, alors, ça c'est la conjecture de Erdős. Et peut-être on peut penser, non,
c'est un truc parce que peut-être la réponse correcte est un constant fois log x sur log fois log x sur log x carré. Tu peux voir que j'ai travaillé sur ça pour beaucoup de temps parce que je sais exactement la fonction sans mes notes. Mais alors, le conjecture pour ça, le conjecture, c'est de Harold Cramer. Peut-être vous savez le nom Cramer. Il était Cramer. Il était l'homme qui avait créé la théorie moderne de statistique, un des grands mathématiciens de statistique. Et en fait, il avait fait son thèse dans la théorie des nombres premiers. Il avait introduit les idées probabilistiques au sujet. Et il avait donné une conjecture que le maximum écart entre le premier et log x carré. Exactement, log x carré. Où il y a un constant là, et le constant va à 1 quand x va à infinité. Ça, c'est la conjecture de Cramer. Et moi-même, j'ai pensé beaucoup sur cette question. Et mon conjecture est, c'est faux. Il est comme, c'est log carré. Mon conjecture est, c'est un peu plus grand. Un peu comme 1,1 fois log x carré. Pas une grande différence, mais il y a des idées entre les deux qui sont différentes. Alors, on peut demander qu'est-ce que l'évidence? Si on a les données, est-ce que les données soutient la conjecture de Cramer ou est-ce que les données soutiennent mon conjecture? OK, ici sont les données les plus récentes. Ici sont les plus grands écarts avec la différence entre les premiers consécutifs divisé par log carré. C'est difficile de chercher ces choses. En fait, c'est très, très bon pour les amateurs de mathématiques. Ils veulent utiliser beaucoup des machines pour trouver ces choses. Alors, ici sont les Pn, ici sont les différences, et ici sont les cartes divisées par log carré. On peut voir que quand les nombres sont plus et plus grands, le ratio le plus grand qui a été trouvé est plus et plus grand, et maintenant le record est 0.92. Est-ce que le donné soutient la conjecture de Cramer ou de moi? Je ne sais pas. Alors, c'est totalement ouvert. Nous n'avons pas une bonne idée de prouver quelque chose à ce moment. C'est juste, il y a des idées très heuristiques, pas très précises, et les données, les amateurs. OK, ça c'est la situation avec le maximum. Et maintenant sur... Oh, peut-être, je pense la dernière fois, j'ai parlé juste un petit peu de qu'est-ce que le bon supérieur, on peut prouver sur ça. Est-ce qu'on peut donner un bon sur le maximum? Et avec A chargé, pardon, avec l'hypothèse de Riemann, le mieux on peut faire est quelque chose comme x à la moitié fois log x. Pas x à la moitié. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que log x carré. C'est un peu triste. En fait, c'est si mal qu'il y a une question très fameuse. Est-ce qu'il y a un premier entre chaque paire des carrés consécutifs? Pour chaque n, est-ce qu'il y a un premier entre n carré et n plus 1 carré? Si on a 2x à la moitié ici, un bon supérieur, on peut prouver cette conjecture. Mais on n'a pas. En fait, il n'y a pas une méthode où on peut déduire cette conjecture. C'est un peu triste. Récemment, je ne veux pas parler de ces choses, mais récemment, il y a beaucoup des idées de physique quantique qui viennent dans le sujet des nombres premiers, de comprendre les racines de fonctions de zeta. Et avec toutes ces idées, on peut améliorer ici ça à log x. Si on fait l'assumption des idées que les zéros des racines de fonctions de zeta,
le comportement de ces racines sont quand des choses qu'on trouve dans la théorie de physique quantique. Vraiment, il y a évidence. Ils sont très similaires. Mais même, on ne peut pas répondre à cette question avec toutes ces idées. Ça, c'est hypothèse de Riemann plus les méthodes Oui. physiques ou hypothèse de Riemann plus d'autres hypothèses? Non, hypothèse de Riemann plus des méthodes physiques, on peut réécrire des méthodes comme des hypothèses. Les physiciens n'écrivent pas des hypothèses, ils sont très vagues. Mais comme mathématicien, on peut réécrire comme... Pas des théorèmes de physique, non, ce n'est pas des théorèmes, c'est juste des méthodes et des heuristiques. Mais même, ils sont des idées avec lesquelles on peut vraiment penser. OK, alors, les petites. Qu'est-ce que le minimum on peut avoir pour les écarts entre les paires des premiers? Et peut-être pas. OK, est-ce que possible d'avoir un écart? Ils sont des entiers, alors c'est nécessaire que la différence des premiers est un entier. Et est-ce qu'on peut avoir une infinité des premiers avec une différence de 1? Non, parce qu'un des deux est pair. Alors, c'est juste 2 et 3, et après ça, c'est impossible. Alors, une différence de 2. Peut-être. Hein? Alors, on peut avoir 3 et 5, 5 et 7, 11 et 13, 101 et 103. Et en fait, on peut trouver beaucoup des jumeaux des premiers. Des nombres premiers, p plus 2, les deux sont premiers. Alors, la conjecture, et ça c'est les premiers jumeaux. Bien sûr, je suis sûr, l'un de vous avez entendu de cette question, et c'est ouvert, c'est totalement ouvert. On n'a pas vraiment une bonne méthode pour prouver ça. On peut demander, est-ce qu'on peut prouver une approximation à 2? Jusqu'à récemment, ou peut-être je veux dire, nous avons le moyen et log x. Et bien sûr, le minimum, on peut prouver, est entre 2 et log x, mais jusqu'à la dernière année, on n'avait pas une idée comment on peut prouver. Il y a une infinité des écarts entre les premiers qui sont moins de 1 sur 4 fois le moyen. Encore, il n'y avait pas de méthode pour prouver quelque chose comme ça. C'est très faible, cette demande, mais il n'y a pas de méthode. Un des grands mathématiciens, Enrico Bombieri, qui était un lauréat de médaille de Fields, avait travaillé beaucoup sur cette question et il n'avait pas fait ça, moins de 1 sur 4 fois log x. Il avait beaucoup d'idées. C'était une grande surprise la dernière année que 3 mathématiciens, un des États-Unis, un de Turquie et un de Hongrois, 2008, ils ont trouvé une méthode nouvelle, Olsen, Pintz et Yildirim, et ils ont prouvé qu'il y a beaucoup des écarts qui sont moins de log x à moitié, essentiellement. Alors, beaucoup plus petits que 1 sur 4 fois log x. C'était une grande surprise et la méthode ce n'était pas facile, mais en comparaison avec beaucoup des méthodes qui étaient utilisées, c'était très facile. En fait, ils ont une idée qui était un peu révolutionnaire, que je veux discuter pour 5 minutes. Nous avons discuté juste les nombres premiers jusqu'à un point et les écarts entre les nombres premiers, mais on peut discuter aussi les nombres des premiers dans les autres suites. Par exemple, si je demande les premiers dans une progression arithmétique, A plus Q, A plus 2Q, etc. Et bien sûr, si je demande s'il y a une infinité des nombres premiers qui sont 6 mod 9, c'est clair, il n'y a pas, parce que c'est nécessaire, chaque entier dans cette progression arithmétique est divisible par 3. Alors, de demander s'il y a des premiers dans la progression arithmétique, c'est une bonne idée d'avoir A et Q entre eux. Mais si on a ça, on peut demander s'il y a une infinité
nombres premiers dans une progression arithmétique comme ça. Et s'il y a, et en fait, c'était prouvé en 1837, là, j'ai des acétates pour ça. OK, Dirichlet. 1837, oui, c'est bon. Ils sont en anglais maintenant. Pour chaque des progressions arithmétiques comme ça, il y a une infinité des premiers. Et on a ça, et on peut demander est-ce qu'il y a une bonne répartition de ces premiers dans des progressions arithmétiques. Est-ce qu'il y a un nombre, est-ce que le nombre est le même en chaque progression arithmétique mod Q? Alors, peut-être plus explicite, si je prends Px QA et le nombre des premiers jusqu'à x, tel que P est congru à A mod Q, et si phi Q est le nombre de A mod Q, où on peut avoir une infinité des premiers, en autre mot, A est premier à Q, on a l'espérance peut-être que le nombre des premiers congru à A mod Q est égal en chaque progression arithmétique, approximativement. Par exemple, le mode 4. Il y a deux progressions, un mode 4 et trois modes 4 qui ont des nombres premiers, ou une infinité. Et on a l'espérance qu'il y a moitié en chaque, approximativement. En fait, c'était prouvé en même temps que le théorème des nombres premiers, que ça est vrai. Mais on peut demander à quel point est-ce que ça est approximativement vrai. Si je demande des premiers modes millions, est-ce qu'ils sont nombres approximativement égaux en chaque progression arithmétique à un milliard, ou est-ce que nécessaire d'attendre à E à la milliard pour le point où il y a un égal nombre des premiers en chaque progression arithmétique? En fait, la seule chose que nous pouvons prouver est quelque chose comme si x est très très grand. X est plus grand que E à la racine carrée de Q. On sait qu'il y a un nombre égal, pratiquement égal des premiers en chaque progression arithmétique, mod Q jusqu'à x. Okay, ça, c'est la question. On a des progressions arithmétiques mod Q où on peut avoir des nombres premiers. On a l'espérance qu'il y a un nombre égal. En fait, c'est vrai qu'x est assez grand. Et quand est le point que c'est vrai? Et c'est vrai pour x très grand, exponentiel en Q. Et ça, c'est un théorème. Et on peut demander qu'est-ce que la conjecture? Alors, si vous essayez de trouver les nombres premiers, et alors vous voyez, il y a combien en chaque progression arithmétique, peut-être 1001, mode 1001, vous trouvez que très tôt, il y a approximativement le même nombre des premiers en chaque progression arithmétique. Alors la conjecture est pour x plus grand que q à la 1 plus epsilon. Si x est plus grand que q à la 1 plus epsilon, le ratio ici est entre 1 moins delta et 1 plus delta. Ça, c'est la conjecture. Et sur l'hypothèse de Riemann, ou en fait une généralisation de l'hypothèse de Riemann généralisée, le plus qu'on peut prouver est quelque chose comme x plus grand que q à la 2. OK, encore. On demande quand les premiers sont en bonne répartition entre les progressions arithmétiques, mod Q. Le mieux on peut faire avec les idées est x, quand x est plus grand que q à la 2. Mais en fait, avec les calculations, on peut voir que c'est vrai pour x plus grand que q à la 1. Alors, ça, c'est le mieux qui a été prouvé. C'est un peu, encore, c'est triste. Mais le grand théorème dans le sujet
Et le théorème de Bombieri-Vinogradov, c'est la raison que Bombieri était un lauréat de médaille de Fields. Bombieri avait prouvé que, si je donne ça astérisque est vrai pour presque Q moins de x à la moitié moins epsilon pour Q à première à Q. Qu'est-ce que presque Q? C'est quelque chose un peu technique, mais c'est comme on pense. Il ne peut pas prouver x plus grand que Q à la 2 tout le temps, mais il peut prouver ça pour la plupart du temps, pour la plupart des Q. C'est un grand théorème et avec ça, on peut prouver beaucoup de choses on veut avec les nombres premiers, mais ce n'est pas qu'est-ce qu'on veut avec l'hypothèse de Riemann. OK, ça c'est un grand tableau des choses avec les premiers dans les progressions arithmétiques, mais la chose qui est très surprenante dans le travail de Goldstone, Pintz, Yildirim est le lien suivant. Si astérisque est vrai pour x plus grand que q à la 1,05, 21 sur 20, alors il existe une infinité des premiers tels que l'écart entre cette première et le prochain est moins ou égal à 16. Qu'est-ce que le lien? C'est compliqué. Mais c'est très surprenant. C'est quelque chose sur les progressions arithmétiques. Les premiers est par méthode pas très naturelle. Éventuellement, on peut voir que si on peut prouver qu'il y a une bonne répétition des premiers dans les progressions arithmétiques, on a des petits écarts entre les nombres premiers. Malheureusement, pas moins ou égal à 2, mais proche. Il n'y a pas beaucoup de possibilités jusqu'à 16. OK, ça est juste des choses sur les écarts entre les premiers. Et de finir, je veux montrer quelque chose peut-être un peu léger en général, mais le plus grand théorème dans le sujet des dernières peut-être 50 années est le théorème de Green et Tau. Et je veux discuter ça maintenant. Ici, sur cet acétate, j'ai donné des exemples, pas juste dans des progressions arithmétiques où il y a une infinité des nombres premiers, mais ici, comme 5, 11, 17, 23 et 29, on a 5 nombres en progression arithmétique. Chaque nombre consécutif est premier. Et ici, on a une progression arithmétique de 10 nombres. Chaque est un premier. Et on peut demander, est-ce qu'on peut trouver une progression arithmétique où les premiers 4 termes sont premiers? Jusqu'à récemment, on a ces théorèmes. Pour les polynômes linéaires, comme ça, mn plus a, on peut prouver qu'il y a une infinité des polynômes linéaires où les premières 3 valeurs sont premiers. On peut, jusqu'à depuis une ou 2 années, on n'avait pas une idée comment on peut prouver qu'il y a des polynômes linéaires avec 4 valeurs consécutives premières, juste 3. Oui. C'est quoi? Est-ce que c'est constructif? Ces preuves n'étaient pas constructives, non. Aussi, plus récemment, il y a un théorème de Balog qui avait prouvé qu'il y a des polynômes. Les progressions arithmétiques sont des polynômes de degré 1. Il avait prouvé une généralisation très jolie. Il y a des polynômes de degré D où les premières 2D plus 1 valeurs sont premiers. Okay, parce que 1 et 3, oui, 2D plus 1,
Alors, il avait prouvé cette généralisation. Mais il n'y a pas de grandes nouvelles idées. C'était juste qu'il avait réalisé les idées anciennes peuvent être utilisées pour ça. Alors, mais récemment, en 2007, peut-être que c'était publié en 2008, Green et al. Avait prouvé vraiment qu'il y a des polynômes où les premiers 4 termes sont des premiers. Ou en autre mot, il y a des progressions arithmétiques de 4 termes où tous les nombres sont premiers. Et en ce cas, c'est constructif. La preuve, c'est très, très différent. La preuve, les idées ne sont pas comme les autres méthodes dans la théorie des nombres premiers. Ils ont utilisé les idées très combinatoires. Ils ont utilisé les idées que si on a un ensemble avec des propriétés, c'est nécessaire que cet ensemble a des progressions arithmétiques. Ce n'est pas, ils n'utilisaient pas beaucoup des idées des nombres premiers, ils ont utilisé les idées des ensembles de type certain. C'est une approche très différente, absolument spectaculaire. Et ils ont prouvé cette borne, c'est un peu ridicule, borne, mais c'est une borne au moins. C'était quelque chose qu'on n'avait pas une idée, on peut faire quelque chose comme ça. Le plus petit progression de 4 premiers est moins de 2 à la 2 à la 2, 9 fois, je pense, 100 cas. Et en fait, j'ai créé cette transparence depuis 2-3 années. Maintenant, je pense que c'est de 5 fois. C'est amélioré. Le moyen d'aller. En fait, ça, c'est la chose intéressante pour les amateurs. Et avec toutes les ressources de tous les ordis qui avaient travaillé sur ça, on a trouvé une progression arithmétique de 24 termes. Mais bien sûr, avec la théorie, on sait qu'il y a une infinité avec 25 ou 125 ou comme on veut. Oh, peut-être que je veux dire une chose plus. On peut conjecturer ici que le premier progression arithmétique est moins de k factoriel, plus 1. Alors, ça c'est la conjecture. Le plus petit progression arithmétique de 4 termes avec premier est moins d'égal à k factoriel plus 1, alors c'est beaucoup plus petit. OK, ici est le théorème de Green et al. Il y a une infinité de polynômes linéaires où les premiers 4 termes sont premiers, et on peut demander est-ce qu'on peut prouver le même théorème pour degré 2? Est-ce qu'il y a des polynômes de degré 2 où les premiers 4 termes sont premiers? En fait, il y a des exemples très fameux des polynômes de degré 2. X carré plus x plus 41 était un des polynômes qui avait fasciné le genre Euler et Gauss, parce que c'est premier pour toutes les valeurs d'x entre 0 et 39. Et c'est une des grandes choses d'étudier dans la théorie des nombres. Il y a des liens avec des idées algébriques qui sont très profondes. Mais avec ces idées algébriques, en fait, on ne sait pas comment on peut trouver un polynôme avec 41 valeurs consécutives. Les premiers, de degré 2. Alors, et on peut demander 1000 des valeurs consécutives des nombres premiers, et il se semble que c'est une question très, très profonde. Mais, alors, est-ce que vraiment profonde? Moi-même, depuis à le moment que Green et al. avait prouvé des théorèmes, j'ai pensé quels sont... Après, on avait sauté une longue distance dans la recherche. On peut demander, est-ce qu'il y a beaucoup de questions qui sont plus difficiles, et est-ce que ces questions sont maintenant les vraies questions qu'on veut étudier, ou est-ce que tout a changé? Et j'ai demandé à moi-même cette question, et en fait, j'ai demandé exactement ça. Est-ce qu'on peut adapter les méthodes de Green et al. De considérer les polynômes de degré 2? Et avec les étudiants, nous avons commencé à penser de ça, mais c'est un peu embarrassant parce que nous avons déduit éventuellement que vraiment, on peut prouver l'infinité des polynômes quadratiques tels que les premiers n termes sont premiers, et je peux prouver ça sur une transparence. Maintenant. C'est un corollaire de Green et al., mais ce n'est pas nécessaire de
refaire toute la preuve. OK, ici est le corollaire. Avec les idées de théorème de Green-Tao, il y a les premiers AJ plus B pour J entre 0 et tel point on veut. En fait, je prends n carré plus n. Il existe des A et des B. Ils sont premiers. Alors, les nombres I carré plus I, pour I entre 0 et n, sont juste un sous-ensemble des J en cette range. Alors, les valeurs de cette polynôme. Un peu embarrassant quand nous avons réalisé ça. Et bien sûr, on peut faire la même preuve pour tous les degrés. En fait, c'était bon parce que juste avant le public, Green et Tao, dans leur article, c'était un des grands articles de l'histoire de mathématiques, ils ont demandé exactement cette question. Première question, ils ont demandé, est-ce que c'est possible de faire la méthode pour les quadratiques? Et alors, c'était chanceuse que juste avant la publication, j'avais envoyé un courriel. C'est un peu embarrassant, mais ce n'est pas une question très profonde. Alors, en fait, c'est ouvert si f est monique. On n'a pas une idée comment de faire ça. Ça, je pense, c'est vraiment une question profonde. Est-ce qu'on peut prouver une infinité des polynômes moniques et quadratiques tels que les premières n valeurs de ce polynôme sont les premiers? OK. Maintenant, nous avons cette théorème très jolie de Green-Tao. Nous avons vu qu'on peut utiliser ça pour beaucoup de choses jolies, pour un théorème un peu surprenant. Et après ça, j'ai essayé de trouver des autres applications jolies. Ici est une idée de Balog. Van de Koopert avait montré, comme j'ai dit, il y a des progressions des premiers de longueur 3, et Balog avait montré le suivant. On peut prendre les carrés 3 par 3, comme le premier ici, ou juste ici, ou c'est une progression en chaque direction. Chaque direction, chaque range, chaque colonne est une progression arithmétique, et tous les nombres sont premiers. Ce n'est pas juste une progression de 3 éléments, mais 3 par 3. Et 3 par 3, 3 par 3, dans chaque direction, chaque niveau, colonne, range, on a des progressions arithmétiques, et chaque terme est un premier, ou 3 par 3 par 3, ou comme ça. Les articles de Balog sont très jolis. J'avais cette idée. Et alors, est-ce qu'on peut prouver ça pour n par n? Et avant Green-Tao, on n'a pas une idée de progression arithmétique de 4 termes. Maintenant, c'est très facile. Il y a j'ai donné le nom cube de Balog. Et la preuve est juste, c'est pas difficile. Il y a une infinité de B et M, tels que B plus JM est premier. On peut essayer d'avoir les termes dans le cube, comme ça, en base n, et ça marche. Et je ne laisse pas ça, mais vous pouvez imaginer l'idée. C'est juste, on utilise les coordonnées de chaque point dans le cube. Mon favori, et le prochain, c'est les carrés magiques. Bien sûr, un carré magique est quoi? C'est un carré où chaque range, chaque colonne, chaque diagonale, la somme est identique. C'est la même valeur. Et ici, on a 1 avec premier, 3 par 3, 4 par 4, juste avec les nombres premiers. Et on peut demander pour n par n. OK, ici est la preuve. Le sujet des carrés magiques est très ancien, bien sûr, du Moyen Âge, et c'était des symboles mythiques dans l'époque certaine. Et alors, il y a une théorie de ça avant la plupart des théories mathématiques. Et on sait qu'il y a des carrés magiques n par n. C'était bien connu pour au moins 500 années. Si on veut prouver qu'il y a un carré magique des nombres premiers, prends un carré magique n par n. Il y a des éléments de nom là. Si j'ai un carré magique et
je multiplie chaque terme par B, par le même élément. Je multiplie la somme de chaque diagonale, chaque rang, chaque colonne par le même constant. Si j'ajoute le même nombre à chaque élément, oui, j'ajoute la dimension fois ce nombre à la totale. Et ici, n par n est carré magique, élément MIJ. A plus D MIJ est magique, oui, parce que c'est juste des transformations linéaires, c'est trivial. Et Green interdit, il y a une infinité de choix A et D pour chaque MIJ. C'est tout. Il y a un Français qui a un site web des carrés magiques, des carrés bimagiques. Il y a beaucoup de termes. Il aime beaucoup de calculer ces choses. Il y a 100 types différents des carrés magiques. Alors, j'ai demandé à lui s'il a des exemples des carrés magiques avec le premier. Il avait me donné ces exemples. Mais après, j'ai dit, OK, maintenant on peut prouver ces choses, et merci pour les exemples. Il avait dit, mais ici, tous les premiers sont consécutifs. Est-ce que vous pouvez prouver une infinité des carrés magiques utilisant juste les premiers consécutifs? Ça, je ne peux pas faire. Oui. Oui. Green-Tao était les méthodes, pardon, Balog était avec les méthodes anciennes. Ce n'est pas comme Green-Tao du tout. On peut demander beaucoup de questions, et si vous voulez, c'est divertissant d'essayer de trouver quelque chose comme ça. Ici, hein, que j'ai trouvé, juste, est-ce qu'on peut avoir un ensemble et tous les moyens des éléments, les sous-ensembles, sont aussi un premier. Ici, un ensemble avec 3 éléments, où tous les moyens des sous-ensembles sont premiers. On peut continuer comme ça, et oui, bien sûr, on peut trouver l'infinité de Green-Tao. C'est juste plusieurs lignes. Et j'ai trouvé 6 ou 7 exemples, et Tao avait me donné un ou deux de lui-même. J'ai publié quelque chose dans le American Mathematics sur ces choses récemment. Alors, de finir, je veux parler de choses que Green et Tao essaient de faire maintenant. Parce qu'ils ont prouvé ce grand théorème sur les progressions arithmétiques, mais ce n'est pas la fin des choses qu'ils veulent faire. Ils sont très ambitieux et ils veulent prouver des grands théorèmes sur les nombres premiers. Et alors, je veux discuter juste à la fin les choses qu'ils ont essayé de faire pour les dernières 3-4 années maintenant. Et en fait, j'étais à Cambridge la dernière semaine, c'est la raison que je n'étais pas ici. Green est un professeur à Cambridge et il avait expliqué à moi qu'ils sont très proches à prouver les choses que je vais vous montrer maintenant. Alors, j'ai parlé déjà des différences entre les nombres premiers. Ah, non, c'est pas ici que je veux. OK, ici. Nous avons discuté les premiers jumeaux, P plus 2, et on peut aussi demander est-ce qu'il y a une infinité des jumeaux premiers, mais P plus 4 ou P plus 6 ou quelque chose comme ça. On peut demander les mêmes questions. Une question aussi fameuse, c'est la question de Sophie Germain. Elle est mathématicienne de la commencement du 19e siècle en Paris. Peut-être qu'elle était ici, je ne sais pas. Je sais, quand elle était en classe, elle était dans une famille très riche. Elle était un grand enthousiaste de maths et mathématiques. Il n'y a pas des femmes dans... je suis peut-être que c'était ici. Il n'était pas des femmes dans l'école. Et parce qu'elle était dans une famille très importante, c'était décidé qu'elle peut aller, mais dans une boîte où les autres étudiants ne peuvent pas voir cette femme dans la classe. Alors, mais elle était très ingénieuse, elle avait prouvé beaucoup de théorèmes extraordinaires. Et en un de ses articles, elle avait discuté les propriétés des paires des premiers P de P plus 1. Une question aussi... Oh, il y a une autre question que je vous demande, mais j'ai oublié. Okay.
Une autre question, peut-être 3. Est-ce qu'il y a une infinité des triples des premiers, P-6, P plus 6? Est-ce qu'il y a une généralisation en commun? Un autre, bien sûr, les conjectures de Goldbach. Oui. Est-ce que chaque nombre pair est la somme de 2 premiers? En autre mot, est-ce qu'il y a beaucoup de premiers, P, de n moins P, pour chaque nombre pair de n? Toutes ces questions sont de ce type. Et en fait, il y a une généralisation en commun entre ici. Ici, il y a des formes linéaires avec des coefficients. Ouais. Et on peut demander pour tous les ensembles des formes linéaires, est-ce qu'ils sont des premières en même temps, pour la même valeur de x? Et ce n'est pas vrai pour toutes les possibilités parce que vous avez dit déjà, n et n plus 1 ne peuvent pas être premier pour une infinité de fois, oui, parce que 1 de n et n plus 1 est pair. Alors, s'il n'y a pas une obstruction, comme 2 divise 1 des choses toujours, s'il n'y a pas une obstruction comme ça, alors la conjecture qui est tuple des nombres premiers, et il y a une infinité des entiers tels que toutes les formes sont en même temps premiers. Ça, c'est la grande conjecture sur les nombres premiers, ou même pour les formes linéaires, les questions linéaires. On peut demander, en fait, c'est prouvé juste pour k égale 1. On peut demander quelque chose de très similaire pour les ensembles des polynômes, et il y a des théorèmes intéressants, comme les polynômes en 2 variables quadratiques, un grand hyper C de 10 années maintenant, et x carré plus y à la 4. Les polynômes cubiques en 2 variables est prouvé, mais pas beaucoup. Ici sont presque tous les exemples, en fait. Il y a un ou deux plus qui sont un peu plus compliqués de discuter, qui étaient prouvés par professeur Fouvry qui est à Paris aussi. Mais il n'y a pas beaucoup d'exemples qui étaient prouvés. Alors, j'ai dit des problèmes avec des formes linéaires des premiers. Et ici sont des problèmes où Green et Tao n'a pas une idée, n'a pas un programme pour prouver les nombres premiers jumeaux, la conjecture de Goldbach, les jumeaux de Sophie Germain. Ils n'ont pas une méthode. En fait, toutes sont des paires que je donne le nom difficile, parce qu'en chaque cas, il y a 2 premiers qui satisfont une équation linéaire. On veut en chaque cas 2 premiers, P et Q, et on a des coefficients A, B, C, et c'est nécessaire, les premiers PQ sont des solutions de AP plus BQ égale à C. Ils sont des paires difficiles. Le programme de Green et Tao est de prouver pour toutes les autres questions linéaires, on a la conjecture. En même temps, toutes les formes linéaires sont premières s'il n'y a pas une paire avec cette propriété. S'il n'y a pas une paire difficile dedans. C'est une grande généralisation des premiers articles. Jusqu'à maintenant, ils ont des prépublications, 3 prépublications de 70, 80 et 90 pages. Alors, ce n'est pas facile. C'est bon, le programme, mais c'est très difficile, très intéressant, très différent. Et si on fait ça, on peut prouver beaucoup de choses. Et jusqu'à maintenant, ils ont déjà prouvé des choses. On peut prouver, par exemple, cette conjecture que j'ai dit. Il y a une infinité des polynômes moniques de degré D, pour lesquels les premiers n termes sont premiers. Et de finir, je veux montrer un exemple qui a été prouvé par un étudiant de premier cycle à Princeton, utilisant un des théorèmes de Green et Tao, pas le premier théorème, mais de ce nouveau programme, avec le premier article qu'ils ont utilisé. Et qu'est-ce que la chose? On a des triples de Pythagoras. Oui, si on a un triangle ou on a un angle droit, on sait que les côtés ont une paramétrisation, et c'est comme ça. Oui, vous savez ça. Et si on pense d'air, on dit R. C'est comme ça, c'est juste moitié ça fois ça. Et ça, c'est la paramétrisation d'air, d'un triangle de pythagorien. Et on peut demander,
Alors, on peut voir ici, il y a 4 facteurs. Et on peut, bien sûr, c'est difficile pour A d'être premier, si c'est un produit de 4 facteurs. Mais c'est nécessaire en fait que 6 divise A. Et on peut demander, qu'est-ce que le nombre minimal des facteurs premiers de A sur 6? En fait, on peut avoir 3 si S égale à 6 et toutes ces choses sont premiers, mais j'ai dit déjà que ce n'est pas une partie du programme de Green et al. Parce que la différence entre ces deux et 6, alors, ils sont très difficiles. Alors, à ce moment, il n'y a pas de chance de prouver ça. 3. Mais, Ben Chu, à Princeton, il avait montré que A sur 6 a 4 facteurs premiers une infinité des fois, parce qu'en fait, si on prend A égale à 2P, S égale à 3, 3Q, c'est équivalent de prouver que PQ, 2P plus 3Q, 2P moins 3Q toutes sont premières en même temps. Ici, on a 4 formes linéaires, mais il n'y a pas 2 qui sont paires difficiles. Et en fait, ça est assez facile qu'ils sont déjà prouvés que les idées de Green-Tal déjà marchent pour cet exemple, et alors il avait prouvé ça. Pas mal pour une thèse de premier cycle. Alors, c'est tout. Merci beaucoup. Donc, je pense que ce soir, tout le monde va se précipiter sur les 3 articles de Green-Tal et les lire. Mais est-ce que vous avez peut-être encore des questions sur le cours d'aujourd'hui ou sur les autres cours? Ou juste des questions générales, des questions. Les nombres premiers. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait prouvé quelque chose d'intéressant sur les nombres premiers? Une conjecture? Bon. Okay. Tout le monde est fatigué. Oui? C'est quoi les connaissances actuelles qu'on a sur les racines de zeta et en particulier ce qu'on a en fait sur les valeurs pour penser la partie réelle ennemie? Il y a beaucoup de choses on sait, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur ce sujet. Je ne sais pas exactement quel type de théorème tu demandes, mais je peux donner plusieurs qui sont divertissants. On peut demander jusqu'à une hauteur combien des racines est-ce qu'il y a de fonctions. Alors, comme j'ai dit, c'est juste intéressant pour le partie réelle entre 0 et 1. Et la conjecture est tous les racines sont sur une partie réelle et une moitié. Et jusqu'à l'auteur t, le nombre des zéros est comme 2p sur 2p log t. 2p. Nous avons montré quelque chose comme ça la dernière fois. Discuter ça. Alors, on sait qu'il y a une infinité des zéros. Et le travail de beaucoup de personnes avait prouvé éventuellement qu'il y a une proportion de ces zéros qui sont vraiment sur la ligne. Et à ce moment, on sait que plus que 40% sont sur partie réelle égale à moitié. Bien sûr, on pense que c'est 100%, mais ça est prouvé sans condition. En fait, c'était Riemann qui avait découvert un algorithme pour déterminer les zéros, un par un. Vous savez, en fait, vous savez le théorème, je suis sûr. Il y a des théorèmes, le principe d'argument, où si on a une fonction analytique, on peut faire une intégration sur un contour, un cercle, de compter le nombre des zéros dedans. Et s'il y a juste un zéro dedans, un cercle comme ça, on sait que c'est sur la ligne. Pourquoi? Parce que j'ai dit, il y a des... Oh. Il y a en fait, on peut prouver qu'il vient en paire, en chaque côté de la ligne moitié. Pas en paire si c'est le zéro est sur la ligne. Et alors, si on peut montrer dans ce cercle, il y a juste un zéro, c'est sûr que c'est sur la ligne. Avec ça, maintenant, on a prouvé, je pense maintenant, les premiers deux 10 à la 10 zéros sont sur la ligne. Alors, il y a beaucoup d'évidences comme ça. Il y a une personne qui avait fait une calculation, pas à le commencement, mais très, très élevée, juste de voir si on peut prouver tous les zéros
je pense à 10 à la 30, hauteur 10 à la 30 sont sur la ligne, et alors il avait montré que tous les zéros entre 10 à la 30 et 10 à la 30 plus 10 à la 6 sont vraiment sur la ligne. Nous pouvons prouver pas beaucoup, juste il n'y a pas des zéros très proches à ligne 1. Et quand je dis très proche, la distance ici va et moins quand t est plus et plus grand. Alors on peut prouver la densité ici n'est pas grande, mais c'est possible, il y a des zéros. Peut-être la chose la plus intéressante des années récemment est les idées des personnes en physique qui, c'est compliqué, mais il y a des personnes dans la théorie des nombres qui avaient postulé la distribution, la partition des zéros sur la ligne. En d'autres mots, par exemple, si on a millions de zéros entre ici et ici, est-ce que les zéros sont comme les points aléatoires sur la ligne, ou est-ce que la distribution est différente? Et si c'est différent, qu'est-ce que la distribution? Et en fait, il avait, pour les raisons de théorie des nombres, il avait conjecturé que les points ne sont pas aléatoires dans le sens de Poisson. Vous savez la distribution de Poisson. Il avait conjecturé que c'est quelque chose de différent, et c'est une formule très compliquée. Et c'était intéressant. Il avait cette idée, cette formule, c'est Montgomery. C'est en 1974. Il avait cette formule très compliquée pour la répétition des écarts entre les racines sur la ligne. C'était une formule très compliquée, pas comme Poisson dessus. Et il était en Princeton, et il avait montré ça à Dyson, qui était fameuse dans chaos quantique. Et il avait vu cette formule, il dit non, ce n'est pas une formule de théorie des nombres, c'est une formule pour les valeurs propres, pour les niveaux d'énergie, pour les questions en chaos quantique. Et il dit c'est impossible que c'est une coïncidence, parce que la formule est trop compliquée. Alors, ça c'est les mots de Dyson, des grands physiciens, mais c'était juste après 20 années que deux mathématiciens, Rudnick et Sonak, avaient donné un modèle, un vrai modèle des zéros, la répétition des zéros sur la ligne, où on peut voir toutes les mêmes idées que les physiciens utilisent pour la modélisation des niveaux d'énergie. Et alors, c'est possible d'utiliser les idées de chaos quantique, d'étudier les fonctions zeta de Riemann. C'est un peu fou, parce qu'il n'y a pas d'évidence que c'est correct. Très petite évidence, mais si on fait les calculations des zéros, et on fait des modélisations juste comme les physiciens, c'est excellent. On peut voir les données excellentes. Alors, il n'y a pas beaucoup de théorèmes, mais il y a beaucoup de données qui est excellent. Peut-être que c'est assez sur ça. Très bien. Je crois que Andrew est encore à Paris pour un mois ou quelque chose comme ça. Mais on va peut-être le remercier une dernière fois.